Bonjour à tous. Voilà, simplement, on est très content d'accueillir donc Philippe Goual aujourd'hui qui vient de Nice, qui est directeur de recherche INSERM et qui est responsable d'une équipe sur les maladies hépatiques et qui travaille avec le professeur Anti qui est venu aujourd'hui aussi. Et dans le cadre d'une collaboration avec les hépatologues ici à la PHM, Patrick Borentin et René Girolami qui doit être par là. Voilà. Merci. Merci pour cette invitation. Du coup, je shift en anglais ou il y a English speaking ou je reste en français. Donc, on y va. De toute façon, l'accent est le même. Donc, donc aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats qu'on a obtenus sur des cibles potentielles sur les maladies, les non-alcooliques fatty liver disease. D'abord, on va commencer avec quelques chiffres. Cette prévalence globale des NAFLD, elle est de 25%. En 2005, elle est passée à 32%. Elle est directement corrélée à l'obésité. Et il faut garder en tête que ces NAFLD, c'est aussi la seconde indication pour la transplantation hépatique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par NAFLD? Alors, NAFLD, c'est un spectre de maladies du foie, c'est pas une seule pathologie. Ça va être l'évolution d'un foie normal vers un foie gras qui est dû à l'accumulation des triglycérides, des lipides. Et cette stéatose est un mécanisme de protection. Cependant, cette stéatose peut évoluer vers la stéatohépatite. Alors, la stéatohépatite est caractérisée par de l'inflammation, des hépatocytes qui sont ballonisés et une souffrance hépatocytaire. Et cette inflammation et cette mort cellulaire va initier un processus de cicatrisation qui est la fibrose, qui peut évoluer vers la cirrhose, et cette cirrhose peut évoluer vers le cancer du foie. Donc il faut garder en tête que à ce jour, il n'y a aucun traitement pharmacologique pour cette NASH et qu'il n'y a pas non plus de marqueurs non invasifs pour diagnostiquer cette inflammation hépatique. Donc, quels sont les facteurs prédicteurs de la progression de la pathologie? On va retrouver le diabète de type 2, le syndrome métabolique, l'obésité, l'hypertension. Bien sûr, il y a un background génétique avec certains polymorphismes qui ont été identifiés. Le gender intervient, ainsi que l'âge. Et comme vous le savez, il y a cette dysbiose intestinale. Alors, de quoi les patients vont un risque de décès? Alors, ça va dépendre un peu de l'état du foie. Quand on est d'une simple stéatose à une NASH fibrose, la mort va être plus en relation avec des problèmes cardiovasculaires ou des cancers extra-hépatiques. Et quand on se retrouve avec une NASH et une cirrhose et un hépatocellulaire carcinome, c'est bien sûr, ça va être plus lié avec un défaut de fonctionnement du foie. Alors maintenant, si on regarde un peu les mécanismes moléculaires, donc comme vous le savez, l'obésité est associée à une dysbiose et cette dysbiose va favoriser aussi une augmentation de la perméabilité intestinale. Du coup, on va se retrouver avec un enrichissement de produits bactériens au niveau de la circulation, les PAMPs, les Pathogènes Associated Molecular Patterns, qui vont se retrouver au niveau du foie et qui vont jouer un rôle important dans la mise en place de cette inflammation. Comme vous le savez, l'obésité est aussi associée à une inflammation de bas bruit. Il y a une inflammation au niveau du tissu adipeux. Et les conséquences vont être, premièrement, le tissu adipeux va sécréter des adipokines qui vont être plutôt pro-inflammatoires, pro-fibrosantes. Et il va avoir aussi une très forte augmentation de la lipolyse. Du coup, il va avoir un flux d'acide gras du tissu adipeux qui va arriver au niveau du foie. Alors cet hépatocyte va devoir gérer ce flux d'acide gras. Ça va jouer un rôle important dans la mise en place de cette stéatose hépatique. Mais il va avoir une lipotoxicité qui va aussi se mettre en place.
Donc l'hépatocyte stressé va envoyer des signaux de danger et va aussi sécréter de nombreuses chémokines qui va favoriser le recrutement d'un nouveau pool de neutrophiles et de monocytes au niveau du foie, mais va aussi sécréter des signaux de danger qui vont activer les cellules immunitaires du foie et favoriser la mise en place de cette inflammation. Et cette inflammation et cette souffrance hépatocytaire va favoriser la progression de la pathologie avec la fibrose et le cancer du foie. Donc il y a vraiment cet enrichissement en produits bactériens, ces PAMPs, et il y a de nombreuses études qui étudient le microbiote, et on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'il y a vraiment cet enrichissement de PAMPs au niveau du foie? Alors pour répondre à cette question, on a tiré parti de notre cohorte de patients obèses morbides. Alors ces patients ont subi une chirurgie de l'obésité comme traitement pour leur obésité. À ce jour, on a 1006 patients et pour chaque patient, on a des datas biologiques et cliniques, une banque de sérum et surtout des biopsies du foie et du tissu adipeux. Donc sur un petit nombre de patients, sur une centaine de patients, on a catégorisé ces patients au niveau de deux groupes, des patients qui avaient une simple stéatose et des patients qui avaient une NASH. Ce qu'on peut observer, c'est que les patients NASH présentent plus de liver injury et présentent plus d'insulinorésistance. Donc sur ces patients-là, on est allé regarder l'expression du 16S au niveau du foie et on a pu observer qu'il y avait un enrichissement du 16S chez les patients NASH par rapport aux patients qui avaient une simple stéatose. De plus, ce 16S était corrélé avec la sévérité de la maladie du foie, en effet corrélé avec le NAFLD Activity Score. Ce 16S hépatique est aussi corrélé avec la stéatose, l'inflammation et la ballonisation des hépatocytes. Alors bien sûr, la prochaine étape est d'identifier ces différents phyla au niveau hépatique et d'identifier quels sont les phyla qui vont être plus associés à cette inflammation hépatique. Dans cette recherche des mécanismes et de ces senseurs des PAMPs, on s'est concentré sur différentes molécules. On s'est concentré d'abord sur CD44. CD44 pourrait être un senseur de PAMPs, de DAMPs et pourrait jouer un rôle important dans la mise en place de cette inflammation hépatique. Alors, c'est quoi CD44 ? CD44, c'est un cluster de différenciation. C'est une protéine transmembranaire. Il a été montré qu'elle pouvait jouer de très nombreux rôles, dont l'activation des cellules immunitaires, dont la dégradation du hyaluronate, et pouvait relarguer, favoriser la sécrétion de cytokines et chémokines. Alors, il faut garder en tête que CD44 est exprimé majoritairement au niveau des cellules immunitaires. Donc, notre hypothèse, c'est que CD44, ça pourrait être un senseur des modifications de la matrice extracellulaire. En effet, quand on a des NAFLD, quand on a des complications hépatiques, il va avoir un enrichissement d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, de ostéopontine, de E-sélectine. Et cet enrichissement de ces protéines de la matrice extracellulaire va favoriser CD44 à former différents clusters avec différents récepteurs, que ce soit des récepteurs à activité tyrosine kinase, tels que le TGF-bêta qui joue un rôle important dans la fibrose hépatique, mais des récepteurs tels que le TOLAC récepteur 4.
Donc, qu'est-ce qu'on avait pu mettre en évidence? Si on se concentre sur les différents ligands de CD44, le premier ligand, c'est la E-sélectine. Alors, cette E-sélectine, c'est une protéine d'adhésion et joue un rôle important au niveau du recrutement des neutrophiles. Et on avait déjà pu mettre en évidence que chez les patients NASH, il y avait une très forte augmentation de l'expression de la E-sélectine. Et des études chez la souris avaient pu mettre en évidence que l'absence de E-sélectine pouvait prévenir le recrutement des neutrophiles au niveau du foie, était associée à une diminution de la souffrance hépatique. Autre ligand potentiel de ce CD44, c'est l'ostéopontine. Cette ostéopontine est une chémokine, une Th1 cytokine, est un facteur pro-fibrogénique et on avait déjà montré chez des souris et des patients obèses que l'expression hépatique de l'ostéopontine était augmentée avec la stéatose. De plus, chez les patients alcooliques, l'ostéopontine est un excellent marqueur de la fibrose hépatique. Autre ligand important de CD44, c'est l'acide hyaluronique. Alors, vous savez que quand il y a une injurie, et c'est le cas du foie, dès qu'il y a une souffrance, il va y avoir une forte augmentation de la production de l'acide hyaluronique, mais surtout d'un clivage de cet acide hyaluronique qui va générer l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire. Et cet acide hyaluronique de bas poids moléculaire se comporte comme un DAMPS et va augmenter l'inflammation. Et on avait pu montrer que l'acide hyaluronique circulant est un très bon marqueur de la fibrose. Alors du coup, première question, c'est est-ce qu'il y a une augmentation de CD44 avec la NASH chez les patients obèses? Alors pour répondre à cette question, on a constitué 3 groupes de patients. Des patients obèses morbides qui n'ont aucune complication hépatique, des patients obèses morbides qui ont une simple stéatose et des patients obèses morbides qui ont une NASH. Et les patients NASH montrent plus de souffrance hépatique, plus de transaminase et bien sûr plus d'insulinorésistance. De plus, ces patients NASH sont associés à une forte augmentation de cytokines pro-inflammatoires avec plus de TNF-alpha, d'interleukine 1-bêta, d'ostéopontine et de MCP1. Et si on regarde maintenant l'expression de CD44, eh bien, on a pu observer que les patients NASH présentaient une forte augmentation de l'expression de CD44, que ce soit au niveau génique ou que ce soit au niveau protéique. En effet, les patients NASH sont associés à un enrichissement de cellules CD44 positives. De plus, l'expression hépatique de CD44 est corrélée à la stéatose, à la NASH, au ballooning, au NAFLD Activity Score et à la liver injury. Cette expression hépatique de CD44 est aussi corrélée avec l'expression d'un marqueur de macrophage, CD68. Et cette expression hépatique de CD44 est aussi corrélée avec l'expression hépatique du TNF-alpha, de l'interleukine 1-bêta et de MCP1. Très bien, donc quand on a de la NASH, il y a un enrichissement de ce CD44. La seconde question, c'est est-ce que quand on corrige cette NASH, c'est aussi associé à une diminution de l'expression de CD44 ? Alors pour répondre à cette question, on a suivi nos patients qui avaient une NASH, patients qui ont subi une chirurgie de l'obésité, et on a réalisé une seconde biopsie 30 mois après la chirurgie. Alors bien sûr, les patients ont perdu du poids, et de façon intéressante, on peut voir qu'il y a une correction de la stéatose, une correction de l'inflammation et une correction du nombre d'hépatocytes ballonisés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour CD44 ? Eh bien, on peut observer
qu'après la chirurgie, après correction de la nage, il y a une très forte diminution du nombre de cellules CD44 positives. Donc, on a aussi regardé qu'est-ce qui se passait au niveau du taux circulant de CD44. Donc, CD44, après être activé, il va avoir un clivage de sa partie extracellulaire qui va générer la forme soluble de CD44. Et on a pu observer que chez des souris obèses avec une AFL ou chez des patients obèses, il y a une augmentation du taux circulant de ce CD44. Et chez les patients, cette augmentation est associée à une aggravation de ces complications hépatiques. Très bien. Donc pour faire une longue histoire plus courte, à partir de souris transgéniques, donc des souris CD44-KO, à partir d'approches in vitro au niveau de macrophages, on a pu mettre en évidence que CD44 joue un rôle important dans le recrutement des macrophages et de neutrophiles au niveau du foie. Mais CD44 était aussi capable de réguler les fonctions des macrophages. En effet, CD44 va augmenter la polarisation pro-inflammatoire des macrophages, non seulement en réponse aux DAMPs, mais aussi en réponse aux acides gras saturés tels que le palmitate qui va agir via les toll-like récepteurs, mais aussi en réponse aux PAMPs tels que le LPS. Et cette mise en place de cette inflammation va favoriser la souffrance hépatocytaire et va favoriser la progression des complications hépatiques. Deuxième facteur qu'on a étudié plus récemment, c'est la voie SYK3BP2. Alors pourquoi on s'est intéressé à cette voie? Parce que SYK est une kinase, donc elle s'appelle d'abord spleen tyrosine kinase. Elle est exprimé dans de très nombreuses cellules immunitaires pour réguler les fonctions des cellules immunitaires, et il avait été montré qu'au niveau des macrophages, par exemple, en réponse aux PAMPs ou en réponse aux DAMPs, via la voie des toll-like récepteurs 2 et 4, l'activation de SYK va phosphoryler une protéine 3BP2 et ça va potentialiser l'activation de la voie NF-κB et de l'expression du TNF-alpha. Et c'est le cas, par exemple, dans le cas du chérubisme, où une mutation de la protéine 3BP2 qui va prévenir sa dégradation va conduire à une activation soutenue de la voie SYK 3BP2, NF-κB et TNF-alpha. Qu'est-ce qu'on sait sur SYK au niveau de différentes pathologies? Donc j'en ai parlé déjà au niveau du chérubisme, mais SYK a été aussi décrit au niveau de certaines leucémies. Maintenant, si on se concentre sur les maladies chroniques du foie, SYK pourrait jouer un rôle dans les maladies alcooliques du foie, dans la fibrose hépatique et dans le cancer du foie. Donc notre premier but a été d'abord de déterminer s'il y avait une modification de l'expression de cette voie dans différents modèles murins de NAFLD. Alors on va commencer avec les souris high fat diet. Donc des souris sont challengées avec un régime high fat diet pendant 33 semaines. Bien sûr, ces souris, elles ont pris du poids et elles vont développer une souffrance hépatique et une stéatose. Et de façon intéressante, on peut voir qu'il y a déjà une augmentation hépatique de l'expression de SYK qui est corrélée à la stéatose, à la liver injury et à l'expression d'un marqueur de macrophage. Deuxième régime que nous avons étudié, c'est le régime déficient en méthionine et choline. Alors ce modèle est un modèle de stéatohépatite et l'avantage de ce modèle, c'est que en fonction de la durée du challenge, on peut voir la progression de la pathologie. Et c'est exactement ce qu'on peut voir ici, c'est que plus le régime dure,
plus il y a une aggravation de la souffrance hépatique, de la stéatose et de l'accumulation de foyers inflammatoires au niveau du foie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'expression de 3BP2 et SIC? Alors, on peut observer que 3BP2 et SIC vont augmenter avec la sévérité des NAFLE et que l'expression de 3BP2 et SIC corrèle avec la stéatose, la souffrance hépatique, l'accumulation des foyers inflammatoires et l'expression hépatique des macrophages. Donc, on a ensuite voulu déterminer quelles étaient les conséquences du ciblage de 3BP2. Alors, pour répondre à cette question, on a utilisé, je vais revenir juste que l'augmentation de la protéine SIC, que l'augmentation de l'expression de SIC est vraie au niveau génique, mais aussi est vraie au niveau de la protéine. Nous avons ensuite voulu déterminer dans quelles cellules hépatiques étaient exprimées 3BP2 et SIC. Donc nous avons isolé la fraction hépatocytaire, la fraction non parenchymale, et on a regardé l'expression de SIC et 3BP2. Ce qu'on peut observer, c'est que SIC et 3BP2 sont exprimés dans les deux fractions, avec une plus forte expression de 3BP2 au niveau de la fraction hépatocytaire, et une plus forte expression de SIC dans la fraction non parenchymale. Donc, pour aller plus loin dans notre étude, on a d'abord ciblé 3BP2. Donc on a généré des souris invalidées pour 3BP2 qu'on a mis sur ce régime méthionine et choline. Donc ce qu'on peut observer, c'est que déjà l'absence de 3BP2 va avoir une conséquence sur l'expression de SIC avec une diminution de l'expression de SIC. L'absence de 3BP2 va prévenir la souffrance hépatique évaluée par les transaminases. Quand on a diminué l'expression de 3BP2, qu'est-ce qui se passe au niveau du foie? Eh bien, on peut observer que ça va diminuer la stéatose hépatique et ça va diminuer le nombre de foyers inflammatoires. Et cette diminution des foyers inflammatoires est associée à une diminution du recrutement des macrophages au niveau du foie et des neutrophiles, évalués par des approches de cytométrie en flux. Là, le ciblage de 3BP2 est aussi associé à une forte diminution de l'expression des marqueurs de l'inflammation, que ce soit le TNF-alpha, CCL2, la E-sélectine, diminution de l'expression de CD44, diminution de l'expression de SIC. Il y a aussi une diminution des marqueurs de la fibrose, que ce soit TGF-bêta, TIMP1, COL1, alpha-1. Il y a aussi diminution des marqueurs des stress oxydatifs. Et ce qu'on a pu aussi observer, c'est qu'il y avait une augmentation des marqueurs de la bêta-oxydation qui pourrait expliquer pourquoi il y a une diminution de cette stéatose. Et le ciblage de 3BP2 est aussi associé à une diminution de l'inflammation systémique évaluée par le taux circulant de CCL2. Donc, première conclusion, c'est que quand on cible 3BP2, on va prévenir la stéatose, prévenir la souffrance hépatique, prévenir l'inflammation et prévenir la fibrose. Donc, il a été clairement démontré que la voie 3BP2-SIC jouait un rôle important dans l'activation des macrophages, mais nous avons pu observer que 3BP2 et SIC étaient aussi exprimés au niveau des hépatocytes. Et on a voulu déterminer si 3BP2 et SIC étaient aussi responsables de la sécrétion de marqueurs de l'inflammation au niveau de ces hépatocytes. Pour cela, on a isolé les hépatocytes, on a fait un silencing de 3BP2 et de SIC, traité ces hépatocytes avec du LPS et regardé l'expression de médiateurs pro-inflammatoires. Et ce qu'on a pu observer, c'est que quand on enlevait 3BP2, c'est-à-dire en bleu,
où quand on diminuait l'expression de SYK en vert, on avait une diminution de TNF-alpha, de CCL2, d'interleukine 1 bêta et de l'interleukine C. Et c'est aussi vrai qu'on va inhiber l'activité de SYK. Donc on a utilisé un inhibiteur spécifique de SYK. Ces hépatocytes ont été pré-incubés avec cet inhibiteur, puis traités avec le LPS. Et on observe la même chose, c'est que l'inhibition de SYK va diminuer l'expression de ces médiateurs inflammatoires. Alors, on a ensuite voulu savoir qu'est-ce qui se passe quand on va cibler SYK. Alors, je vous rappelle que le chaos général de SYK est létal embryonnaire. Donc, on s'est concentré sur le ciblage de SYK que dans la lignée myéloïde. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Au niveau des cellules hépatiques, il y a bien une diminution de l'expression de SYK au niveau des monocytes, des neutrophiles, mais pas au niveau des lymphocytes. Alors, qu'est-ce que cette prévention, qu'est-ce que cette absence de SYK dans la lignée myéloïde, est-ce qu'elle a des effets sur l'expression de SYK? Eh bien oui, on peut voir déjà qu'une diminution de l'absence de SYK dans la lignée myéloïde va diminuer l'expression globale de SYK au niveau du foie. Ça va prévenir la souffrance hépatique. Ça n'a aucun impact sur la stéatose. En effet, on peut voir exactement le même nombre de gouttelettes lipidiques chez les souris wild-type et chez les souris KO au niveau de SYK, mais par contre, a un effet notable au niveau de l'accumulation des foyers inflammatoires au niveau du foie. Et cette diminution de l'accumulation des foyers inflammatoires est associée à une diminution du recrutement des macrophages et des neutrophiles au niveau du foie. Cette diminution de cette absence de SYK au niveau de la lignée myéloïde va aussi avoir un effet sur l'expression hépatique des marqueurs de l'inflammation, que ce soit le TNF-alpha, la E-sélectine. On peut voir aussi ici sur CD44, sur l'expression de SYK, va diminuer les marqueurs de la fibrose, TGF-bêta type 1, col 1, alpha 1, et va aussi avoir un effet sur les marqueurs du stress oxydatif. Et l'absence de SYK au niveau de la lignée myéloïde prévient aussi l'inflammation systémique évaluée par le taux circulant de CCL2. Deuxième conclusion, quand on cible SYK au niveau de la lignée myéloïde, on n'a aucun effet sur la stéatose, mais par contre, on va diminuer la souffrance hépatique, diminuer l'inflammation et diminuer la fibrose. Donc on est allé un peu plus loin et on a voulu pousser le système et on a utilisé justement ces souris chérubiques. Alors je vous rappelle que c'est des souris knock-in où il y a une mutation au niveau de la protéine 3BP2. Cette mutation prévient sa dégradation et il va avoir une très forte activation de la voie SYK 3BP2 et de la voie NF-κB. Voilà ce qu'on a pu observer au niveau du foie de ces souris. On voit une accumulation d'énormes foyers inflammatoires et une très forte accumulation de fibres de collagène. Maintenant, quand on enlève SYK dans la lignée myéloïde de ces souris chérubiques, on a pu observer que cela va prévenir l'accumulation de ces foyers inflammatoires et va prévenir le développement de la fibrose. C'est une quantification du nombre de foyers inflammatoires. Et c'est aussi associé à une diminution des marqueurs de l'inflammation, avec diminution de F480, un marqueur de macrophage, CD44, que ce soit au niveau génique ou au niveau protéique, diminution de CCL2, diminution aussi des marqueurs de fibrose, tels que TGF-bêta, type 1, col 1, alpha 1. L'inflammation systémique est aussi diminuée avec une diminution du taux circulant de CCL2. Donc on a pu mettre en évidence que dans un système où la voie SYK 3BP2 est exacerbée, la
l'absence, le ciblage de cycle dans la lignée myéloïde est capable de prévenir la souffrance hépatique, l'inflammation et la fibrose. Alors, est-ce que la voie 3BP2 et SIC est modifiée chez les patients obèses? La réponse est oui. On a toujours utilisé ces trois groupes de patients, donc des patients obèses morbides qui n'ont pas de complications hépatiques, qui ont une simple stéatose et qui ont une NASH. Les patients NASH, bien sûr, présentent plus de souffrance hépatique, plus d'insulinorésistance. Et voilà ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait une augmentation de l'expression hépatique de SIC et que cette augmentation de l'expression de SIC était corrélée au NAS, au NAFLD Activity Score, à la liver injury et à l'expression hépatique de macrophages tels que CD68. Donc, en résumé, la voie 3BP2-SIC peut censer les modifications de LPS. Ça va favoriser la sécrétion de chémokines qui vont favoriser le recrutement d'un nouveau pool de monocytes et de neutrophiles au niveau du foie. Ça va sécréter aussi, tant au niveau hépatocytaire qu'au niveau macrophagique, des médiateurs pro-inflammatoires et pro-fibrosants qui va favoriser la progression de la pathologie. Donc, en résumé, j'espère que je vous ai convaincu que la voie 3PP2-SIC et la voie CD44 sont des acteurs importants dans la progression dans la transition stéatose-NASH. Et je tenais à remercier bien sûr tous les membres de l'équipe, Carmelo Lucci, Deborah Rousseau, Stéphanie Bonafous, mais aussi nos cliniciens et Rodolphe Anti, de remercier nos collaborateurs, en particulier l'équipe de Marcel Lecker, avec qui on a fait cette étude sur 3BP2-SIC, nos collaborateurs qui nous ont fourni des biopsies hépatiques et bien sûr tous les financeurs. Merci pour votre attention.